Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique de Godzilla 2 King of the Monsters, une critique d'abord sans spoiler, puis dans une seconde partie avec, vous l'aurez deviné, mais une seconde partie surtout consacrée aux clins d'œil et nombreuses références qui viennent émailler ce film, mais attention, même si je dis sans spoiler, dès la première partie, je considère quand même que vous avez déjà vu au moins les bandes annonces. Ce film que j'appellerai Godzilla 2 pour que ce soit un peu plus simple que King of the Monsters sort ce mercredi 29 mai en France et il fait suite non seulement au Godzilla de 2014 mais aussi à Kong Skull Island sorti en 2017, ce qui forme l'embryon du fameux Monsterverse. Et comme je ne suis pas très malin, je vais commencer directement en me faisant détester de quelques rares oiseaux qui n'acceptent pas qu'on ait un avis un peu différent du leur sur un film, et en vous disant que j'avais été quand même assez largement déçu par le Godzilla de 2014, réalisé pourtant par Gareth Edwards. Certes, l'image était splendide et le sentiment de gigantisme extrêmement bien rendu à l'écran, mais de mon point de vue, le film était soporifique et n'avait absolument aucun enjeu émotionnel, car seule la prestation de Bryan Cranston avait de l'intérêt dans le casting. Concernant Skull Island, j'avais été en revanche agréablement surpris en trouvant un film d'aventure et d'exploration en équipe scientifique et militaire, qui avait à mes yeux plus de qualité que la critique plutôt dure ne lui en avait reconnu. Et ce qui ne fait aucun doute de mon point de vue très subjectif, je vous l'accorde, c'est que ce Kong Skull Island était un film bien plus distrayant que le Godzilla de 2014 et que la forme d'adoration qu'on peut parfois trouver sur internet pour ce premier Godzilla peut être en partie due à une forme de snobisme du fait du réalisateur Gareth Edwards, à qui on doit ensuite le très réussi Rogue One. Du coup, comment se positionne ce Godzilla King of the Monsters, ah oui Godzilla 2, et bien plutôt du côté de Skull Island en donnant la priorité au spectacle et à l'action avec un rythme bien plus rapide que le Godzilla de 2014. Et pour ne pas tourner autour du pot plus longtemps, je vous dis clairement que je pense que ce film plaira énormément à toutes celles et tous ceux parmi vous qui recherchent des batailles épiques entre des monstres gigantesques avec des petits humains qui s'agitent autour sans être très efficaces. Et par contre, si vous cherchez une sorte de message philosophique, voire une révélation spirituelle, ça risque de faire un poil juste. Dans ce qui m'a semblé le plus réussi, on a le design des créatures, même si je mettrais peut-être un léger bémol sur l'apparence des têtes de Ghidorah, qui ne m'ont pas semblé suffisamment effrayantes. Et surtout, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, quand je parle de Ghidorah, je parle bien sûr de l'immonde dragon tricéphale, et pas d'une espèce d'hybride entre Guy Marchand et Dora l'exploratrice. Certains plans du film ont une ampleur véritablement dantesque et titanesque et sans doute plein d'autres adjectifs en esque qui ne me viennent pas tout de suite. La réalisation aussi bien que la photographie du film sont donc loin d'être mauvaises, même si on peut dire que Michael Dougherty, le réalisateur de ce Godzilla 2, n'a sans doute pas la même classe que Gareth Edwards, mais il avait aussi conscience de ce qu'il cherchait à faire avec ce Godzilla 2, puisqu'il le compare à ce que Aliens de James Cameron était au premier film Alien de Ridley Scott. Clairement donc Dougherty avait la ferme intention d'apporter plus d'énergie et d'action à cette suite, quitte à y sacrifier un peu de son atmosphère. Évidemment, cela va sans dire, mais je le dis quand même, Alien et Aliens restent des films largement supérieurs à Godzilla et Godzilla 2, et puis on peut dire que même si on peut voir une sorte de cousinage entre les genres, ça reste très différent entre le film d'angoisse du premier Alien et puis la destruction entre Kaiju et Titan de Godzilla. Visuellement, il y a donc un gros boulot, et même s'il reste basique, on peut quand même saluer le jeu sur les couleurs, les dominantes de bleu pour Godzilla et Mothra, le rouge-orangé pour Rodan, et le jaune pour Ghidorah. Et du coup, certains changements d'atmosphère lumineuse par petites touches de couleurs viennent accompagner de façon assez agréable certaines scènes, et notamment la libération de Ghidorah. Et non, ce n'est pas du spoil, qui pourrait aller voir ce type de film en se disant « Oh, le gros monstre géant ne va jamais se faire libérer ». Comme je le disais en préambule, l'une des grandes faiblesses du Godzilla de 2014 résidait dans la quasi-absence d'enjeux émotionnels, alors on va voir si ce Godzilla 2 King of the Monsters essaie de faire mieux. Cette fois, Dougherty a tenté de remédier au problème en mettant une famille déchirée au cœur de l'histoire et en prenant des acteurs plutôt convaincants dans des rôles qui restent souvent dans l'archétype. On a notamment Millie Bobby Brown, la révélation de Stranger Things bien sûr, ici dans son tout premier long métrage. On a Kyle Chandler, qui avait pourtant dû voir dans le journal du lendemain qu'il allait galérer, et Vera Farmiga, qui reste une actrice très juste malgré des dialogues prévisibles. La cerise sur le gâteau de Kaiju, c'est Charles Dance, qu'on connaît surtout via Game of Thrones, et qui se promène avec une certaine classe dans tout ce bazar, même si le scénario a dû autant lui parler qu'une rediffusion nocturne des Teletubbies. Et oui, je ne vais pas vous mentir, le script a ses limites, et les ficelles sont suffisamment grosses pour que vous n'ayez que très peu de surprises durant les 2h12 que dure ce film.
J'ai trouvé assez amusant de remarquer qu'en termes d'interprétation, celle de tous les membres de la famille Russell, qui est au cœur de l'histoire donc, est très premier degré, ce qui est assez normal pour souligner les enjeux dramatiques de toutes ces menaces qui pèsent sur la Terre et sur eux-mêmes. Mais par contre, du côté de certains personnages secondaires, et notamment de l'espèce de scientifique spécialiste en acoustique, on est carrément plus dans le second degré, et il faut dire qu'apparemment, ce personnage a été inspiré par celui de Rick Sanchez, oui, de Rick et Morty. Bon, je pense que maintenant vous l'aurez compris, le film manque clairement de subtilité, surtout lorsque certains personnages enchaînent les punchlines qu'on dirait tout droit sortis de certains blockbusters des années 90, mais quand Godzilla 2 commence à déboîter, eh bien ça déboîte pour de vrai. Et en termes de déboîtage, j'ai particulièrement apprécié Rodan et sa façon de tout défoncer en plein vol, sachant que les affrontements de Godzilla et Ghidorah ne devraient pas non plus vous décevoir. Parmi les nombreuses ficelles scénaristiques que je pourrais évoquer, il y en a une qui revient un peu souvent quand même, ce sont les humains qui se font sauver in extremis par l'intervention d'un autre titan, et au pire, ce n'est pas très grave, ça vous fera sourire ou éventuellement lever les yeux au ciel. Un petit mot sur la musique quand même, plutôt une agréable surprise pour moi. Alors certes, il n'y a aucun thème marquant que je garde après le visionnage du film, mais par contre la capacité à accompagner avec un certain lyrisme les parties les plus épiques, les plus impressionnantes du film, quitte parfois à tomber dans la grandiloquence, mais au moins ça claque. En résumé, pour terminer cette partie sans spoiler, si vous attendez un film bien bourrin, spectaculaire et sans temps mort, eh bien vous ne serez pas déçus. Attention, maintenant que vous êtes prévenus, on passe dans la partie avec spoiler, et pour commencer, je vais revenir sur certains éléments concernant les protagonistes humains et qui pourraient gêner les spectateurs les plus pointilleux. L'utilisation de Mark Russell est particulièrement caricaturale et assez représentative de tous les gros blockbusters américains, avec une forme de catastrophe qui se profile. Et oui, au beau milieu des spécialistes et des militaires de Monarch et même de l'armée américaine elle-même, c'est presque toujours lui, Mark Russell, qui a la bonne intuition et qui ordonne la marche à suivre. Concernant l'arc narratif d'Emma Russell, l'ex-femme de Mark Russell et la mère de Maddie, eh bien on peut dire que c'est cousu de fil blanc, dès la toute première scène quasiment, le spectateur est prévenu, puisque la fille Madison est sur le point de prévenir son père que quelque chose cloche chez la mère. Madison justement est elle aussi dans l'archétype de l'ado intelligente et débrouillarde, mais elle reste sans doute le personnage le plus attachant du film. Quant aux militaires de terrain, on se demande toujours pourquoi ils tirent inlassablement des munitions inefficaces sur les titans, mais bon, ça fait joli. Les véritables stars de ce film, ce sont les titans, et évidemment, c'est ce que la plupart des spectateurs attendent. Commençons par Ghidorah et son origine extraterrestre qui a donc été conservée dans cette version. Alors certes, je sais bien que c'est un détail, mais c'est un détail qui m'a fait plaisir et qui vient souligner le respect de certains éléments essentiels de l'univers de Godzilla tel qu'il a été développé depuis 1954. De mon point de vue, c'est d'autant plus intéressant que cet aspect créature tombée des cieux vient renforcer toute la thématique et l'iconographie diabolique qui sont développées autour de Ghidorah. Tout comme Lucifer est un ange déchu qui est venu frapper la terre, Ghidorah vient d'un autre monde. Dans le film, on nous dit que son nom signifie celui qui est plusieurs ou celui qui est nombreux, selon la traduction, ce qui renvoie clairement à la phrase de l'évangile selon saint Marc, provenant de l'homme habité d'un esprit impur et qui annonce « Mon nom est légion car nous sommes nombreux ». Parmi les recherches de la Dr. Chen, on retrouve le fameux grand dragon rouge de William Blake, la représentation du dragon de l'Apocalypse qui correspond encore une fois à Satan. Et puis de toute façon, l'idée des têtes multiples se retrouve chez de nombreuses créatures de fin du monde liées au diable et à ses représentations. Dans la continuité, le fait de retrouver Ghidorah prisonnier des glaces peut aussi renvoyer au 9e cercle de l'enfer de Dante, recouvert des eaux gelées du Cocyte. Ceci dit, attention, les influences chrétiennes et occidentales ne sont pas les seules, puisqu'on retrouve clairement les dragons orientaux plus longiformes dans les têtes serpentiformes aussi de Ghidorah. Et justement, il y a beaucoup à dire sur la tête tranchée de Ghidorah, celle que Jonah Nolan récupère dans la scène post-générique du film, mais comme je suis un petit malin, j'y reviendrai en toute fin de vidéo. Oui, c'est du teasing. Après Ghidorah, passons à Mothra. J'ai apprécié le mélange de beauté et d'horreur qui se dégage de cette mythe géante et son rôle très particulier même si un peu trop effacé. J'ai trouvé satisfaisant le clin d'œil des jumelles, les docteurs Ling et Chen, car cela renvoie clairement aux Shobijin, les prêtresses ou les fées jumelles des anciens films Godzilla, dans lesquels ces personnages merveilleux ont pour rôle de communiquer avec Mothra et de traduire ses intentions. Et même si Ling et Chen sont de la 3e génération de jumelles travaillant pour Monarch, je n'ai pas vraiment reconnu dans leurs photos de famille de personnages en lien avec Skull Island par exemple. Même s'il est relativement court en termes d'action pure et dure à l'écran, le rôle de Mothra est très important et très spécifique puisqu'elle vient protéger Godzilla au moment où il est le plus vulnérable et en se prenant à l'attaque de Ghidorah à pleine puissance et en se désintégrant, elle vient déposer la poussière provenant de son corps sur Godzilla, ce qui va l'aider à récupérer et sans doute le rendre plus puissant.
Autre point important, vous avez peut-être raté dans la masse d'informations qu'on a en pré-générique de fin, que Mothra a déposé un autre œuf, et donc cela s'inscrit dans le cycle de mort et de résurrection typique de Mothra dans les films Godzilla. Concernant Godzilla lui-même, on peut dire qu'il a un design plus massif que dans le film de 2014 et une évolution de ses écailles dorsales. Et comme je l'avais deviné dans l'analyse des trailers, le film joue bel et bien sur le Burning Godzilla, une version boostée à l'énergie nucléaire et dont le cœur menace d'exploser. On remarque néanmoins, et c'est quelque chose qui m'a plu personnellement, c'est que Godzilla avait d'ores et déjà l'avantage sur Ghidorah lorsqu'il parvient à le choper en plein vol et à l'emmener dans l'eau, un environnement bien plus propice à Godzilla qu'à Ghidorah. Il parvient donc à lui arracher une tête, et ce n'est que l'intervention stupide des humains, évidemment, avec leur Oxygen Destroyer, leur destructeur d'oxygène, cette nouvelle bombe, qui vient foutre le bazar. Concernant Rodan, maintenant, on peut dire que ce ptéranodon géant est carrément chaud patate. Et oui, j'ai particulièrement apprécié sa façon de se battre dans les airs contre les chasseurs, avec un traitement visuel très réussi, même si l'escadrille de pilotes passe vraiment pour une bande de blaireaux. Mais que voulez-vous, Rodan n'est pas un volatile pour rien, puisqu'il va là où le vent le mène, reconnaissant d'abord la supériorité de Ghidorah, quand ça semble bien l'arranger, pour ensuite baisser la tête, courber l'échine face à Godzilla lorsqu'il a gagné, avec toute la ribambelle de titans qui est arrivée entre-temps. Et à ce sujet, concernant tous ces titans qui ne proviennent pas de l'ère Toho de Godzilla, on a toute une série de noms, mais on ne sait pas encore à qui correspond quel nom. Quoi qu'il en soit, il y a Baphomet, Typhon, Abaddon, Bunyip et Methuselah, ou Mathusalem si vous voulez. Encore une fois, on ressent l'influence biblique, occulte et notamment démoniaque dans différents noms, mais aussi l'influence grecque avec Typhon, et même une influence provenant des mythes des aborigènes d'Australie avec Bunyip, qui est une sorte de diable des marécages. Dans le prolongement de cette idée, le choix du terme titan pour désigner ces monstres géants est loin d'être anodin. En effet, on a abandonné le terme muto qui était bien pourri dans le premier Godzilla, et les titans ce sont bien sûr ces puissances primordiales qui régnaient sur la Terre avant les dieux de l'Olympe dans la mythologie grecque. Des titans qui furent enfermés dans le Tartare. D'ailleurs, quand Ghidorah a été pris dans les glaces, la légende raconte qu'il aurait murmuré « Tartare, fais-moi frais ». Une autre notion amusante est reprise dans le film, notamment pour expliquer les déplacements ultra rapides de Godzilla d'un point à l'autre de la planète, et c'est la notion de Hollow Earth, la Terre creuse. Alors évidemment, c'est complètement n'importe quoi en termes scientifiques, mais c'est assez intéressant, ça fait très Jules Verne, et ça permet d'introduire éventuellement plus tard de nouvelles créatures. Dans le même genre, on retrouve l'idée d'une civilisation engloutie, bien plus ancienne que celle de l'Égypte antique, et pourtant capable de bâtir de gigantesques temples. On pense évidemment au mythe de l'Atlantide. Je dois dire que j'ai trouvé plutôt amusante cette idée d'apporter tout ce bric-à-brac de mythes et de l'ajouter dans le Monsterverse pour venir compléter la cryptozoologie avec des tas de choses venues des arts et sciences occultes. On commence à le savoir depuis le temps, si Godzilla depuis ses tout débuts ne devait avoir qu'une seule thématique, c'est évidemment celle de l'environnement et de cet équilibre menacé par l'intervention humaine. Et de ce point de vue, on peut dire que l'arme atomique, entre le film de 1954 et ce tout dernier film, suit une sorte de chemin parallèle, mais avec un traitement au sens très différent. En effet, le sacrifice de Serizawa vient en directe réminiscence de la destruction de Godzilla dans le film de 1954. En effet, dans le film original, le docteur se sacrifie pour détruire Godzilla en faisant exploser son invention, la bombe à destruction d'oxygène. Et voilà qui incarne donc parfaitement l'inversion de sens qu'a connu Godzilla entre le tout premier film et la plupart de ceux qui ont suivi, sachant qu'initialement il incarne le risque atomique, la folie des hommes avec l'utilisation de l'arme atomique, et qu'ensuite il devient plutôt le garant de l'équilibre de l'écosystème, le seul gardien capable de défendre la Terre contre ses pires menaces. Et du coup, même si le thème central reste l'environnement, l'arme atomique, qui était clairement dénoncée en 1954, devient, dans ce film Godzilla King of the Monsters, une sorte de piqûre de super anabolisant pour Godzilla. Bon, c'est vrai que de toute façon, il reste le Oxygen Destroyer, il continue de dénoncer la folie des hommes avec des armes toujours plus puissantes. Pour ce qui est de la notion d'harmonie entre Godzilla et l'humanité, on peut en retrouver certaines illustrations lorsqu'on a des chutes quasiment en parallèle, en même temps, de Mark Russell, plus ou moins le personnage principal, et Godzilla lui-même. Et puis évidemment, l'incarnation parfaite de cette harmonie recherchée, c'est Lorca, le système, qui a été prendre des cris de titans, mais aussi des bruits venant de l'humanité. Parmi les nombreux éléments qui précèdent les crédits de fin, on a l'information selon laquelle de nombreux titans se dirigent vers Skull Island, la résidence de King Kong. Et même si on sait déjà que le prochain film qu'on attend a priori pour 2020 sera titré pour laisser présager un affrontement principal entre Godzilla et King Kong, on peut d'ores et déjà supposer qu'ils seront obligés de s'allier pour faire face à une menace encore bien pire que Ghidorah.
En effet, les fans hardcore savent parfaitement que l'utilisation de l'arme Oxygen Destroyer dans ce film, ainsi que la récupération d'une tête de Ghidorah par Jonah Allan, nous mène directement à l'apparition de Destoroyah, si on le prononce un peu à la japonaise, dans le prochain film. Au passage, un mot quand même sur Jonah Allan, qui n'aurait donc aucun rapport avec James Conrad, a priori, malgré les nombreuses théories qui ont circulé à ce propos. Pour rappel, James Conrad était le personnage principal de Skull Island. Il aurait pu mal tourner suite à la mort éventuelle de Mason Weaver, mais bon, à bien y réfléchir, cela aurait fait du personnage de Charles Dance un homme sans doute trop âgé. Et vous l'aurez peut-être compris, ce qu'on peut supposer pour cette suite, attendue en 2020, c'est que l'effet combiné du Oxygen Destroyer et la présence de cette entité étrange et alien qui est la tête coupée de Ghidorah va transformer les petits crabes qui seraient venus grignoter la charogne. Enfin, c'est à supposer que le prochain film reprendra l'origine initiale de Destoroyah, qui commence par un agrégat de crabes chelous pour finir en démon géant et cornu de 120 mètres de haut. Quant à King Kong, si vous vous inquiétez pour ce pauvre petit chouchou, eh bien il faut savoir que depuis Skull Island, il aura sans doute beaucoup grandi et on peut dire qu'il a une certaine expérience pour botter des culs de reptiles géants. Si cette vidéo, que j'espère suffisamment riche en informations à votre goût, vous a plu, eh bien évidemment il vous reste à vous abonner à la chaîne, sinon je serai obligé d'envoyer des petits crabes pour grignoter votre propre cerveau. Je ne sais pas trop quelle créature ça donnerait, mais ce serait pas joli. Et si ce t-shirt vous plaît, vous trouverez un lien en description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!